Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Veuillez dès à présent suivre le courrier des auditeurs qui vous est aujourd'hui présenté par Sasa et par moi-même, Lisa. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello, Hello, Guten Tag, Guten Tag, Bonjour, Bonjour, Здравствуйте, Hola, Hola, Konnichiwa, Konnichiwa, Xin chào, Xin chào, Sawadika, Sawadika, Apa kabar, Apa kabar. Bonjour à tous et bienvenue dans ce courrier des auditeurs. Nous avons aujourd'hui de nombreuses questions intéressantes auxquelles répondre et quelques annonces à faire, ainsi que les concours. Oui. Alors on va commencer par quoi, Lisa, aujourd'hui ? Le rappel des concours. Alors, le concours mensuel pour le mois de septembre, il s'agit de répondre à la question suivante. De combien de signatures Monsieur Terrigo a-t-il besoin pour valider sa candidature, à la présidentielle de Taïwan. Parce que c'est un candidat indépendant qui voudrait se présenter, mais il n'est pas encore enregistré parce qu'il doit recueillir un certain nombre de signatures. Voilà. Et justement, il faut savoir combien de signatures et nous envoyer votre réponse. Il faut dire que donc Terrigo était membre du KMT. En fait, je crois qu'il est possiblement toujours membre du KMT, mais il a décidé, après s'être engagé à soutenir le candidat Royoi jusqu'au bout de sa campagne, finalement, il a décidé de se lancer en indépendant. Donc, il ne sera pas représentant du KMT, et donc c'est pour cette raison qu'il doit présenter des signatures, qu'il doit fournir des signatures. Et je rappelle quand même que Terrigo, c'est une personne assez connue à Taïwan parce que c'est le fondateur de l'entreprise Foxconn, Un milliardaire. Voilà, milliardaire déjà, et puis c'est une entreprise qui fabrique notamment les iPhones avec de nombreuses usines en Chine. Donc Voilà. voilà. Donc on va voir s'il passe l'étape des signatures, mais on attend avec impatience vos réponses. Et qu'est-ce qu'on peut gagner du coup avec ce concours ? On peut remporter un porte-clés robot qui fait aussi office de décapsuleur, et il y aura 6 gagnants. Ok. Alors, On a aussi un concours trimestriel. Alors, il s'agit de répondre à la question suivante. En fait, il faut nous donner le nom du rédacteur et de l'éditeur et animateur à RTI qui a récemment disparu en Chine. Enfin, récemment, maintenant, ça fait à peu près 6 mois. Ouais. Voilà. Et comme cadeau, il y a 4 arrosoirs de poche en métal. D'accord. Voilà. Ok. Donc, tentez votre chance si ça vous intéresse. Et on a aussi quelques annonces avant de répondre à vos questions. Oui, notamment, on voulait vous dire que RTI a accueilli récemment la classe de terminale de la section française du lycée européen de Taipei, l'ATES, parce qu'en fait, ils ont un projet de podcast qui s'appelle Taïwan dans l'œil des lycéens, et on va collaborer avec eux pour ce podcast qui sera diffusé à partir d'octobre ou de novembre. Et donc, comme l'indique le nom de ce podcast, ça va parler du regard des lycéens sur Taïwan, et notamment, bien sûr, la campagne électorale qui se profile donc en vue des élections de janvier prochain. Voilà, et ce sera sans doute publié en novembre ou octobre, d'après ce que j'ai entendu. J'ai hâte d'entendre ça, parce que d'après nos sources. C'est rafraîchissant d'avoir le regard un peu différent des lycéens. Voilà. Et on a aussi reçu quelques rapports d'écoute, beaucoup moins, je dois dire, que cet été, que les semaines précédentes, parce qu'il y avait la diffusion directe depuis Tam Shui, donc on a reçu beaucoup de rapports d'écoute. Ah, ça nous manque un peu, là, je dois dire. Ça s'est ralenti. J'ai l'impression que ma boîte est un peu vide par rapport au mois d'août. Là, on avait l'impression d'avoir plein de fans au mois d'août. Oui. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Nous savons que vous nous écoutez encore. Mais c'est vrai que par rapport à la diffusion directe depuis Tam Shui, voilà, c'est un petit peu différent. Mais on a reçu quelques rapports qui concernaient encore Tam Shui, en fait. Donc, par exemple, Alexander Schulz-Luckenbach, qui nous a écrit d'Allemagne, ou encore Antonio Lopez, qui nous a écrit d'Espagne, qui nous a aussi envoyé un rapport d'écoute sur les émissions tests qui a été effectué donc depuis le centre de diffusion de Tam Shui. Et on a reçu aussi des rapports d'écoute de Philippe Marsan,
qui nous informait d'une très mauvaise réception, malheureusement. Donc, je crois qu'il a dû écouter la version Internet pour pouvoir faire le rapport d'écoute. Ah, mince. Donc, voilà, on s'en excuse. Et Anshal Yadav, qui nous écoute d'Inde, du Bihar. On a aussi reçu d'autres messages. Et puis aussi, on a bien reçu le message de rentrée du radio DX Club d'Auvergne. Oui, ils nous envoyaient le bulletin de septembre, dans lequel d'ailleurs... C'est toujours intéressant. Oui, ils ont fait notamment une petite présentation de différentes boissons qui proviennent de différents pays, par exemple sur le café vietnamien, mais aussi le bubble tea, le thé aux perles de tapioca taïwanais. Et merci beaucoup d'avoir renvoyé vers les liens internet de nos émissions à ce sujet. Voilà. Et avant de passer aux questions encore, je voudrais parler de quelque chose que je viens de voir tout à l'heure, un communiqué de presse qui parlait de la journée nationale de l'héritage, ou du patrimoine, on va dire plutôt, à Taïwan, qui a lieu à Taipei et qui propose de découvrir ce week-end, donc le samedi et le dimanche, de 11h du matin à 4h30 de l'après-midi, 22 sites historiques du vieux Taipei. Donc, et je crois qu'il y a aussi des bâtiments qu'on peut visiter dans d'autres villes de Taïwan. Oui, sans doute. C'est vrai que là, j'ai la news qui était sur Taipei. Mais moi, j'ai des vues sur les autres, sur les autres villes. Ok, donc je peux vous dire, par exemple, quelques monuments qu'on peut visiter à Taipei. On peut visiter le bureau présidentiel. Il faut s'inscrire, par contre. Et apparemment, il y a des files d'attente. Donc, voilà. J'ai décidé que je n'irai pas pour cette raison. Ensuite, il y a le yuan exécutif aussi. Mais il y a aussi le yuan de contrôle, qui est un bâtiment beaucoup plus beau. Ou encore la Taipei Guest House. Ou encore le bureau des monopoles. En fait, tout ça, ce sont des bâtiments qui datent de la période japonaise. Donc, voilà, environ des années 10 à 30. Oui, de très beaux bâtiments. C'est vraiment des très beaux bâtiments. Il y a aussi l'église presbytérienne de Jinan qui date de 1916, le hall de Zhongshan qui est plus moderne, qui date de la période nationaliste. Il y a aussi l'Academia Historia qui date de 1914 ou le Taipei Info Hub, ça je ne connaissais pas. Apparemment c'était un dépôt ou un entrepôt du groupe Mitsui. D'accord, je savais pas. Qui a fait beaucoup d'affaires à Taïwan, surtout dans la période japonaise. Et aussi la Futai Street Mansion, qui est un bâtiment commercial qui date de 1910 et qui dépend du ministère de la Défense. Donc j'imagine que c'est difficile d'habitude de le visiter. Donc ça peut être une bonne occasion d'aller voir. Voilà, il y a d'autres endroits, mais je ne vais pas tout vous citer. L'année dernière, j'étais allée voir dans ce cadre un bâtiment un peu atypique, on va dire. Oui. C'était l'incinérateur de déchets de Nehru. Est-ce que c'était un bâtiment historique de la période japonaise ? Pas du tout, oui. Mais c'était très instructif. D'ailleurs, j'avais fait une émission dessus. Et c'est vrai que je crois que c'est aussi une journée ou un week-end qui a lieu en Europe ou notamment en France. On peut visiter pas mal de monuments ou d'endroits un peu atypiques qui ne sont pas forcément ouverts au public en temps normal. Avec à Taipei, à Taïwan, une particularité, je crois qu'on n'a pas ça en Europe, c'est la collection des tampons. Oui. Donc en fait, quand il y a plusieurs choses qu'on peut visiter comme ça, les Taïwanais parfois aiment bien, faire en sorte que dans chaque bâtiment, il y a un tampon spécifique. Et donc on peut à chaque fois tamponner un bout de papier. Oui. Et à la fin... Ou un carnet, carrément. Il y a des gens qui ont des cahiers spécifiques pour ça. Ouais. Et à la fin, parfois, on peut obtenir quelque chose si on a plusieurs tampons. Donc, par exemple, là, avec un certain nombre de tampons, donc en fait, il y a des tampons spéciaux pour chaque bâtiment, mais avec le thème de la journée, sans doute, du patrimoine. Et si on en obtient un certain nombre, ce qui prouve qu'on a vraiment profité de la journée du patrimoine, on peut aller dans un... Alors là, c'est au Taiwan Museum Main Building. Bâtiment principal du musée de Taïwan, et on peut avoir un souvenir. Donc c'est sympa comme initiative. D'ailleurs, à Taïwan, les tampons sont beaucoup plus utilisés qu'en France. Bon, là, c'est un peu un autre sujet, mais c'est marrant parce que souvent dans les banques ou quoi, au lieu de signer,
pour prouver son identité, les personnes viennent avec leur propre tampon. Mhm. Moi, ça m'a toujours étonnée parce que c'est vrai qu'un tampon, autant on peut imiter une signature, on peut aussi imiter un tampon. Ah bah oui. Mais voilà, c'est comme ça à Taïwan. Assez facilement en plus. Mm. Puisque c'est pas... Enfin, moi, le tampon personnel que j'ai pour signer le contrat de location ou Mhm. à la poste, c'est vraiment un tampon très facile à imiter. C'est les caractères dans la graphie la plus basique. Ouais. Donc, bon. Mhm. Ouais, c'est marrant. Mais bon, en tout cas, chaque culture a ses Mais bon, les habitudes. signatures aussi, j'imagine que Ouais, tout à fait. si les on est un peu signatures, doué... on peut aussi les imiter. Ouais. Mm. Alors, voilà, du coup, ça c'est pour les activités de ce week-end. Mhm. Et on va passer peut-être au principal, c'est-à-dire répondre aux questions. Et oui, parce que le temps presse. Alors, on commence par qui? Alors, on a une première question de Jean-Michel Aubier qui nous a posé plusieurs questions en fait, notamment sur la fête du double 10. Il nous demande si le service français sera encore présent à l'événement via une émission en direct. Alors, j'aurais pas pu vous répondre il y a quelques jours, mais même c'est hier qu'on en a pris connaissance et il n'y aura pas de diffusion live, mais plutôt un reportage sur place. Donc, je suis plutôt contente parce que la radio nous a enfin écoutés après toutes ces années. Alors, ça faisait plusieurs années que on leur disait que bon, la diffusion live c'était sympa, mais c'était quand même moins intéressant que de pouvoir faire un reportage sur place, puisque quand on fait une diffusion live depuis la radio, eh bien, on peut pas être sur place. Oui, on peut pas faire de se dédoubler. reportage, on peut pas interviewer les gens, on peut pas sentir l'atmosphère, donc c'est beaucoup moins bien. Et en plus, c'est très stressant. En plus, c'est stressant, bien j'imagine sûr. que Moi, j'aime. tu peux nous raconter l'expérience de l'année dernière. J'aime pas particulièrement être devant la caméra. Donc, bon, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire, mais en fait, je quand on regardait ça... faire le reportage et interviewer les gens. Mhm. Mais quand on regardait, ça se voyait pas, en fait, merci. que tu étais stressée. Ou... C'est gentil. Et puis, il faut dire quand même que cette année, c'est la dernière année du mandat de Tsai Ing-wen. Mhm. Donc, en fait, probablement, elle n'aura pas de nouvelles politiques à annoncer ou de nouveaux grands projets. En fait, ce sera peut-être plus un bilan de son mandat ou de ses 2 mandats avant les élections de janvier prochain. Donc, c'est vrai que le besoin de faire un direct pour traduire tout de suite, le plus vite possible, son discours, voilà, est moins fort que l'année dernière. Et donc, c'est peut-être plus intéressant, effectivement, d'aller sur place. Et donc, on est effectivement très content que la radio nous ait dit que c'était plus nécessaire de faire la traduction du discours en direct et nous laisse la possibilité du coup d'aller sur place. Ouais. Et d'ailleurs, ce sera Floriane et moi qui irons sur place pour vous faire ce petit reportage. Et en fait, on ne sait pas si on aura l'accréditation pour les 2 personnes. Donc, on ne sait pas si on pourra filmer à l'intérieur. Donc, on attend encore un peu de voir. Bon, si on n'arrive pas à rentrer à l'intérieur, on interviewera des gens à l'extérieur. Oui, parce qu'il y a aussi quand même toute une partie des tribunes pour les personnes, le grand public en fait. Donc, c'est possible aussi d'être dans les tribunes du grand public, sauf qu'on est un peu plus loin. Mais en même temps, c'est intéressant aussi d'être dans le grand public parce qu'on peut interviewer pas mal de personnes. Et moi, de mon côté, je serai... au studio pour préparer les actualités du jour. Ah oui. Donc, c'est moi qui vous parlerai du discours de Tsai Ing-wen, mais ce ne sera pas en direct, ce sera le résumé des points principaux. Et notons que le reportage sera diffusé donc, à la place de la revue Asie-Pacifique, donc au micro de RTI, plus du décryptage. Comme ça permettra de faire une émission un petit peu longue, d'une vingtaine de minutes. Oui, parce que j'imagine qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Il y a les interviews du public, il y a parfois le défilé, avec aussi pas mal de musique. En fait, ces dernières années, il y avait des concerts de musique aborigène, enfin voilà, des choses très sympas en fait. Des fois, c'est joli. C'est pas que militaire. Hein. Non. Ouais, c'est très intéressant. Voilà. Jean-Michel Aubier nous demandait aussi, il nous écrivait, j'ai appris qu'il va y avoir un débat centré sur les problèmes climatiques. Et Jean-Michel Aubier donc, ne comprenait pas très bien si ce serait le seul thème ou un des thèmes évoqués. Alors oui, ce sera vraiment le thème principal du débat, puisqu'en fait, c'est un débat qui sera organisé par Greenpeace et peut-être d'autres associations, je ne me souviens plus, mais je crois que c'est le communiqué de presse, c'était Greenpeace. Donc c'est vraiment
un débat pour parler du climat et aussi pour inciter l'ONG à préparer en fait des recommandations de politique à l'attention des candidats. Mhm. Et donc le débat vise à les encourager à prendre des engagements en fait, Et à ce sera, s'engager à faire ça des sera promesses. quand ce débat? Alors le 21 octobre. D'accord. Moi, j'attends ça avec impatience Oui. quand même, parce que je trouve que, bon, c'est mon avis personnel ou mon regard personnel, mais je trouve que pour l'instant, la campagne n'a pas été particulièrement intéressante, honnêtement, sur le fond. Et puis, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de débat entre les candidats, entre eux, en fait. Il y a chaque candidat Pas qui encore, annonce en une fait. politique. Normalement, il devrait y avoir, Voilà. mais Mais du c'est coup, pas encore le on cas. attend avec impatience quand même Il n'y a ces pas beaucoup de opportunités. choses sur l'environnement qui ont été dites pour l'instant. Voilà. Ouais. Et donc, ce sera un débat télévisé entre les 3 principaux candidats. Donc, Lighting 2 pour le DPP, Kuwen-je pour le Parti populaire taïwanais ou Parti du peuple taïwanais, et Royoi pour le Kuomintang. Sachant que, bon, comme on ne sait pas encore si Terrigo sera ou non candidat, Mhm. il n'a pas été inclus, mais il est possible qu'il soit inclus s'il est accepté Mhm. comme candidat. D'accord. Ok. Ben, du coup, nous en parlerons à ce moment-là pour voir un petit peu les différentes positions des candidats à ce sujet. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui passionne pas forcément autant les Taïwanais qu'en Europe actuellement. Parmi les recommandations, il y a par exemple le fait d'inclure des objectifs et une planification précise. Donc l'idée est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030 et d'avoir une production nationale d'électricité issue à 40% d'énergie renouvelable. Mhm. Ça, c'est le point de vue de Greenpeace, c'est oui, ça? Mhm. C'est l'objectif. Donc ils vont essayer de faire en sorte que les candidats s'engagent sur ce point-là. Mhm. On verra. D'accord. Bah, c'est intéressant cette méthode. En tout cas, c'est une bonne initiative, je trouve. Oui, tout à fait. De collaborer avec une télévision pour faire en sorte qu'il y ait des... Parce que ça des promesses aurait sans doute pas été fait autrement. Oui, tout à fait. Voilà. Ok, alors nous passons aux questions de Maggie Roy. Je tiens vraiment encore, de la part de toute la rédaction, je crois, à remercier Maggie Roy pour ses différents retours, mais surtout le mail qu'elle nous a fait récemment. Ça fait toujours un très très grand plaisir de recevoir ces emails parce qu'en fait, elle revient sur différentes émissions qu'elle a écoutées avec pas mal de détails, qu'est-ce qu'elle a apprécié, etc. Donc voilà, ça, en tant qu'animateur d'émission, ça nous fait toujours plaisir. Et donc, je confirme. Et donc, elle avait 2 questions en rebondissant sur nos émissions. La première, c'était après son écoute de l'émission de Meg Wang, Retour à la source, qui s'intitulait La ruée sur le sel. Et donc, Maggie Roy disait que Meg évoquait le mois des fantômes et elle voulait en savoir plus sur la signification du rôle du sel pendant le mois des fantômes. C'est une question très intéressante, effectivement. Alors, en fait, dans les croyances populaires taïwanaises, le sel, en fait, ferait fuir les mauvais esprits ou les tiendrait à l'écart. Et donc, c'est pour ça que, normalement, le premier jour du mois des fantômes, pour les personnes qui respectent la tradition, il fallait jeter du sel sur le pas de sa porte quand on ouvrait la porte pour la première fois et aussi sur le balcon. Quand on ouvrait le balcon pour la première fois, pour éviter pour éloigner les mauvais esprits, en fait. Et donc apparemment, les personnes mettent aussi beaucoup de sel ou un pot de sel dans les offrandes qu'ils font pendant le mois des fantômes. Alors, c'est un peu paradoxal, parce qu'à la fois, les gens espèrent que les fantômes viendront consommer les offrandes de nourriture, mais ils ne veulent pas qu'ils viennent trop près, en fait, parce que c'est des mauvais esprits potentiellement, etc. Donc, en mettant du sel, ils les éloignent aussi un petit peu en même temps. Ça se rapproche un petit peu de... Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, Lisa, dans certains temples à Taïwan, devant la porte, il y a un mur, en fait. Donc, ça fait vraiment bizarre, on entre... et puis il y a un mur, il faut le contourner par la gauche ou par la droite. En fait, c'est pour que les mauvais esprits soient bloqués. D'accord.
ils sont pas très intelligents, donc ils voient pas qu'on peut le Non, contourner. je crois pas que j'ai jamais vu ça. D'accord. Ouais, il y a un petit mur dans certains temples, pas Ok. dans tous les temples. Mais j'ai vu en tout cas des petites coupelles avec du sel à l'entrée de certains bâtiments, de maisons. Au Japon aussi, j'ai vu ça. Mm. Ouais. D'accord, bah oui, je pense que c'est lié à ça. Alors ça, c'était pour la première question de Maggie Roy. Et sa deuxième question portait sur mon émission Les Joies de l'éco-construction. Elle a écouté avec beaucoup d'intérêt l'émission qui portait sur la construction en torchis sur du bambou tressé et la construction en bauge, on dit cob aussi en anglais. Et donc, j'évoquais le fait qu'il y avait des structures en acier pour certaines maisons. Et donc, elle demandait est-ce que c'est une obligation liée au risque de séisme. Alors, en fait, c'est plus compliqué que ça. Ça dépend aussi de la loi. Et la loi, en fait, elle n'est pas forcément calquée sur vraiment les risques de séisme. La loi, c'est aussi le fruit de négociations entre les différents secteurs de la société, avec notamment un poids Le des BTP peut-être. des lobbies. Pour la construction, les Voilà. matériaux de construction. Puis un poids des lobbies de la construction en béton, en acier, etc. Et c'est vrai que, alors qu'autrefois, traditionnellement, on construisait en matériaux naturels. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu tout le développement de la construction en béton et en acier. Et donc la loi a été faite principalement pour ces constructions-là. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de loi à Taïwan qui permette d'avoir des murs porteurs en terre. Ça veut dire que si on veut... la terre est possible en remplissage pour les murs, mais normalement, il faut une structure, soit en acier, soit en bois. D'ailleurs, c'est possible aussi si ça ne dépasse pas un certain nombre d'étages, sauf si c'est pour des constructions de petite taille. Donc voilà, il y a encore cette marge de manœuvre. Ça ne veut pas dire que une construction en bauge n'est pas solide pendant les séismes, en fait. Le problème, c'est qu'à Taïwan, il y a aussi eu très très peu de tests qui ont été réalisés par les universités, par exemple, ou les centres de recherche, sur la capacité de résistance des bâtiments en terre. Et oui, c'est vrai que c'est un peu dommage, parce qu'il y a plein d'autres pays qui ont réalisé ces tests, mais pour que ça puisse entrer dans la loi taïwanaise, il faudrait que ces tests soient réalisés à Taïwan. J'en avais discuté avec des chercheurs, je leur avais dit oui, pourquoi... le gouvernement taïwanais ne prend pas en compte les recherches des autres pays. Et puis, il disait non, en fait, il faut tout refaire à Taïwan. Et le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher de refaire tous ces tests à Taïwan. Oui. Donc, du coup... Tu avais dit aussi qu'il n'y avait pas d'architecte à Taïwan qui était capable de faire des plans pour des maisons en matériaux naturels avec des étages. Et que du coup, ça rendait difficile la construction de... Alors, ça dépend. Disons qu'il n'y a pas, dans la formation d'architecte, c'est une formation qui est vraiment liée à la construction en béton et en acier. Et donc, il y a certains architectes qui ont étudié à l'étranger ou qui ont eu une expérience dans ce domaine, notamment Lin Ya-in, qui est la pionnière de l'architecture, éco-construction à Taïwan. Elle serait capable de le faire, mais c'est pas forcément une architecte qui a passé un examen spécial qui lui permet en fait de demander un permis de construire. Enfin, c'est assez compliqué à Taïwan. D'accord. Il y a que certains architectes qui peuvent faire les demandes de permis de construire. Et pour faire ça, il faut avoir passé un examen spécial. Il faut payer, il faut le renouveler souvent, etc. C'est assez compliqué. Et après, il y a carrément d'autres problèmes spécifiques pour les constructions en pierre, par exemple, en pierre d'ardoise, qu'on trouve notamment chez les Paiwan et chez les Rukai. Là, effectivement, il n'y a pas d'architecte qui est capable de prouver que la maison, elle tient vraiment bien, sans structure d'ailleurs, parce que ce sont des murs porteurs. Bon, il y a quand même quelques poteaux en bois. Donc ouais, c'est assez compliqué pour le moment. C'est pour ça que à Taïwan, sauf si c'est pour des petites
maison, des petits bâtiments, en général, il faut quand même une structure en acier ou en D'accord. bois, et la terre vient en remplissage des Ok. murs. Et ça Voilà. marche bien comme ça. Oui, oui, tout à fait, ça marche bien. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'est comme ça qu'étaient construites les maisons traditionnelles. Là, pour le coup, c'était une structure en bambou. Et j'en avais aussi parlé dans une émission où je parlais d'une maison sur pattes, en fait. Parce que la structure en bambou, elle se fait en transperçant un bambou dans un autre. Ça traverse. Et du coup, c'est une seule structure qu'on peut déplacer. On peut carrément Wow. déménager la maison. Génial. Et après, il suffit de tresser les murs en bambou et de rajouter de la terre. Et ça marchait très bien comme ça. Voilà, voilà. Je crois qu'il y a les Amish ou les Ménonites qui font des maisons aussi qui se transportent comme ça. J'ai vu des vidéos sur Internet aux Ah ouais. États-Unis où il y a des gens tout un village, qui déplacent une énorme maison, ou une sorte de hangar, Mhm. une ferme. Je C'était savais pas du impressionnant tout. à voir. Mhm. Au Je sais pas, Cambodge, j'espère que je raconte pas des bêtises. en tout cas, au Cambodge, les maisons traditionnelles en bois sur pilotis peuvent également être déménagées comme ça. Bon, il faut quand même être très, très, très nombreux pour la porter, hein. Ok, Mais ça se déménage, effectivement. Ouais. c'est pratique, hein. Oui. Si, selon l'orientation, en hiver, en été. Et ce qu'on ne peut pas faire avec le béton ou l'acier. En Ah oui, revanche, non, là, ça, c'est pas c'est sûr. possible. Et ouais. Oui. Ok, ben Voilà. merci. C'était tout pour les questions de Maguirois. Oui, c'était tout. Et on la remercie aussi pour ses rapports d'écoute sur Femmes d'ombre, Femmes de lumière. Et on était très contents aussi qu'elle nous ait fait un retour sur nos vidéos. On rappelle aux auditeurs que, en fait, nous sommes une radio, mais nous avons aussi une page YouTube Oui. sur laquelle il y a des vidéos, soit sur des sujets d'actualité, soit plus intéressants, des vidéos qu'on fait nous-mêmes. Bien sûr. Notamment récemment, il y a eu une vidéo de Floriane, je crois, qui reprenait des documents, des archives de l'ethnologue Véronique Arnaud sur la construction de pirogues Yami sur l'île des Orchidées. Je ne sais pas D'accord. si tu l'as vu. Je ne l'ai pas encore vu. Il faut J'étais très rattraper, occupée il faut ces dernières rattraper. semaines, mais oui, il faut que je les regarde. J'ai aussi fait, par exemple, récemment, une vidéo sur la fête de la récolte au village de Ludia, à Pingdong, où j'ai fait des reportages. Et très prochainement, j'en peux déjà annoncer que Floriane et moi, nous irons à Taidong pour le rituel des 5 ans à Tuban. Et on fera aussi plusieurs vidéos. Donc, en fonction de ce qu'on est autorisé à filmer, puisqu'il y a beaucoup d'interdits là-bas. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourra filmer exactement. Mais par exemple, il y a une vidéo qui est prévue sur l'école expérimentale du village de Tuban. En Paiwan, c'est ça? En langue Oui, Paiwan. donc ils D'accord. font des cours. On va normalement assister à un cours de maths en langue Paiwan. Donc, on pourra peut-être filmer ça selon les élèves dont les parents sont d'accord pour D'accord. filmer. Et Mais normalement, c'est bon. Et on aura peut-être aussi une vidéo d'une librairie, enfin, librairie café, qui fait aussi des activités culturelles, pas loin de Tuban. Donc voilà, il y aura plusieurs vidéos qui seront publiées après ce voyage. Et je suis aussi en train de préparer une vidéo sur un atelier de construction en bambou des Takuban, maison Wow. des adolescents chez les Puyuma. Donc vraiment, les autochtones sont nos superstars pour les vidéos. Ah oui, hein. Cette année, c'est la folie. Mais c'est super intéressant. Voilà, ouais, tout à fait. C'est super. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page YouTube de Radio Taïwan International en français. Et n'hésitez pas à continuer à nous faire des retours sur nos émissions, à nous envoyer plein de questions. On est toujours très heureux d'y répondre. Oui, voilà. Et donc, attendez avec impatience aussi l'émission des lycéens de la section française de l'école européenne. Ce sera aussi en octobre-novembre. Donc voilà, il y a plein de choses pour lesquelles se réjouir. Voilà, c'est ça. Merci de m'avoir fini ma phrase. Bon, Voilà. Eh bien, merci à tous. Et puis, on vous dit déjà la semaine prochaine pour un prochain courrier des auditeurs. À bientôt. À bientôt.